Une nuit d'avril 1986, 4 hommes allaient mourir dans une arrière-réserve d'une prison du centre de la France, et personne derrière les murs ne l'ignorait encore, sauf une femme aux mains brûlées par la lessive et aux yeux déjà vidés par des mois de silence. Nina Duret, 26 ans, aide-plongeuse civile, avançait ce soir-là dans le réfectoire comme une ombre disciplinée, empilant les assiettes métalliques sous la lumière blanche. Chaque choc de vaisselle résonnait comme un conte à rebours qu'elle était la seule à entendre. À la maison l'attendaient Marie et Lucas, 5 et 3 ans, 2 respirations fragiles dans un appartement froid où les placards sonnaient creux. Son mari servait loin d'ici, réduit à des lettres rares qui promettaient un retour sans date. Pour nourrir ses enfants, Nina avait appris à prélever des miettes invisibles sur l'abondance carcérale. Un morceau de pain destiné à la poubelle, une conserve égarée, une poignée de sucre. Jamais assez pour alerter, toujours assez pour survivre. Jusqu'au soir où le commandant Morel, directeur de la prison, l'avait surprise immobile dans l'embrasure d'une porte, son regard lourd posé sur son sac trop plein. Dans son bureau verrouillé, l'ultimatum était tombé avec la froideur d'un verdict, la chute publique ou un marché muet scellé dans l'ombre. Nina avait choisi pour ses enfants. Depuis, chaque nuit avalait un peu plus sa voix. Elle travaillait le jour avec une précision mécanique, remerciait poliment, rentrait nourrir les petits et écrivait que tout allait bien. Mais sous cette routine réglée naissait une tension invisible, une promesse obscure que même elle ne savait pas encore nommer. Ce soir-là, en rinçant une dernière assiette, elle sentit dans l'air une lourdeur nouvelle, comme si les murs retenaient leur souffle. Quelque chose approchait. Et pour la première fois depuis des mois, la peur se mélangeait à une étrange attente. Le matin du 17 avril, le portail claqua plus fort que d'habitude, et le son traversa la cour comme une gifle donnée à l'air. Les surveillants alignèrent les arrivants par 5, et dans la file, il y eut tout de suite 3 silhouettes qui déformaient la perspective, comme si la prison venait d'avaler des bêtes plus lourdes que ses murs. Morel sortit en personne, uniforme impeccable, sourire trop large pour être honnête. Il s'approcha du premier, massif, nuque épaisse, pas de taureau dans un couloir étroit. « Petit frère », souffla-t-il, avec une chaleur qui n'appartenait pas à ce lieu. Le second était sec, nerveux, une cicatrice tirant sa lèvre comme une signature. Le troisième, plus âgé, tempe grise, regard calme et froid, avait cette immobilité des hommes qui comptent tout, même le silence. Dans l'atelier, Morel leur désigna un local à part, le meilleur, celui dont la porte se fermait bien. Il promit des arrangements sans les nommer, des cigarettes, un peu d'alcool artisanal, et surtout une chose, l'absence de regard. Les 3 rirent bas, comme on rit quand on sait déjà que la règle s'écrira en leur faveur. À midi, dans la cantine, Nina lavait les assiettes, dos tourné, main rapide, pensée lente. Elle ne vit pas d'abord l'ombre de Morel près de la fenêtre, ni les 3 hommes derrière lui, mais elle sentit le poids de leurs yeux glisser sur elle comme une main sale. Morel parlait bas, pourtant ses mots semblaient se découper dans l'air. Il y avait une plongeuse, docile, déjà habituée, et cette façon de dire les choses comme on parle d'un objet prêté. Nina ne se retourna pas. Elle savait que se retourner, c'était reconnaître, et reconnaître, c'était tomber. Toute la journée, elle tint debout par réflexe, nourrie uniquement par l'idée fixe de rentrer, de voir Marie et Lucas respirer, de poser sur la table un peu de pain et de sucre, de mentir à nouveau dans une lettre. Le soir venu, quand l'extinction des feux étouffa les couloirs, le bruit des verrous lui parut plus proche, plus pressé. Dans l'arrière-réserve, une ampoule nue attendait déjà. Morel avait l'assurance de celui qui se croit intouchable, et ce soir-là, il avait une fierté supplémentaire, celle d'inviter des monstres comme on invite de la famille.
Nina comprit alors que l'échange venait de changer de taille, que le prix qu'on lui demandait ne serait plus jamais une seule fois, ni même une habitude, mais une escalade. Et dans cette montée, quelque part, quelque chose en elle cessa de supplier et commença à compter. Les convocations devinrent collectives, et la prison, pourtant bâtie pour enfermer la violence, sembla soudain la protéger. Après l'extinction des feux, Nina traversait les couloirs avec la régularité d'un fantôme appelé par son nom. Dans l'arrière-réserve, les voix basses, les rires étouffés et l'odeur âcre de l'alcool formaient une brume où le temps se déformait. Elle obéissait avec une précision mécanique, comme si son esprit s'était retiré très loin, laissant seulement un corps capable d'exécuter. Chaque nuit ajoutait une couche de fatigue à ses os. Le jour, devant l'évier, ses paupières tombaient, mais elles se redressaient aussitôt, portées par une seule certitude. Les enfants mangeaient. Marie recommençait à rire, Lucas ne toussait presque plus, et ces signes minuscules tenaient Nina debout mieux que n'importe quelle promesse. Morel surveillait tout sans en avoir l'air. Il laissait passer les petits vols comme on laisse filer une dette qu'on sait déjà payer autrement. Entre eux s'était installée une règle muette, une comptabilité obscure, où chaque conserve avait un poids. Un soir de mars, après une humiliation de trop, Nina rentra chez elle et resta longtemps assise à la table de la cuisine. La lumière jaunâtre dessinait des ombres profondes sur son visage amaigri. Elle fuma sans sentir la fumée, regardant la photo de son mari en uniforme. Aucune larme ne vint. À la place, un vide calme s'étendit en elle, presque solide. Elle murmura une phrase qu'elle n'avait jamais osé formuler. Un jour, ça s'arrêtera. Elle ne savait ni quand, ni comment, mais cette idée prit racine avec une force tranquille. Les nuits suivantes, dans la réserve, tandis que les rires résonnaient autour d'elle, Nina commença à observer les habitudes, les gestes, les horaires. Elle notait tout en silence, comme si une partie d'elle préparait déjà une issue invisible. Et plus elle comptait, plus la peur changeait de forme, devenant une attente tendue, prête à se rompre. Fin avril 1986, à Paris, Olivier découpait de la viande dans la cuisine étroite d'un restaurant de Montparnasse lorsque le téléphone sonna dans l'arrière-salle. Le bruit fendit la routine comme une lame. Il s'essuya les mains, décrocha et reconnut la voix tremblante de tante Lucie, la seule parente qui passait encore voir Nina. Elle ne prit même pas le temps de saluer. Elle parlait des nuits sans sommeil, des cigarettes consumées jusqu'au filtre, des enfants confiés à la voisine, pendant que Nina restait assise dans la cuisine, les yeux ouverts mais absents. « J'ai peur pour elle », murmura-t-elle enfin. Ces mots se plantèrent dans Olivier avec une netteté militaire. Il quitta son service plus tôt, prit le premier train vers le centre du pays, et pendant le trajet, il ne dormit pas. Dans la vitre noire, il revoyait Nina enfant, courant derrière lui dans une cour ensoleillée, riant parce qu'il lui apprenait à couper une pomme comme les grands. Ce souvenir simple rendait le présent insupportable. Quand il frappa à sa porte, le vent froid de la nuit entra avec lui. Nina ouvrit. Son visage creusé le frappa plus violemment que n'importe quel récit. Dans la cuisine, entre une bouilloire et un cendrier plein, elle parla d'une voix basse et régulière, comme si elle lisait un rapport. Le vol pour nourrir les enfants, la découverte, l'ultimatum, puis les visites répétées, la peur utilisée comme une clé tournée chaque soir dans la même serrure. Quand elle évoqua les 3 nouveaux arrivants et la façon dont Morel les avait accueillis comme des proches, sa voix se brisa enfin. Olivier ne cria pas, il se leva, regarda la rue vide par la fenêtre et laissa le silence absorber chaque détail. Quand il se retourna, son visage était calme, presque froid. « À partir d'aujourd'hui, tu ne dis plus rien à personne, » dit-il doucement. Nina comprit à ce ton qu'une décision avait été prise quelque part au fond de lui, dans cette zone où les années de service avaient remplacé l'hésitation par une ligne droite.
Elle voulut protester, parler du danger, du pouvoir de Morel, mais Olivier posa sa main sur la sienne. « Je vais entrer là-bas, » ajouta-t-il, « je vais voir de mes propres yeux. » Dans son regard, il n'y avait ni colère visible, ni bravade, seulement une résolution compacte. Pour la première fois depuis des mois, Nina sentit la pression autour de sa poitrine se fissurer légèrement, laissant passer une mince respiration. Le 28 avril au matin, Olivier se présenta au portail de la prison avec des papiers impeccables et l'assurance tranquille d'un homme habitué au contrôle. Il invoqua une mission d'évaluation culinaire liée à son ancien service militaire, parla de nutrition, de rendement, de discipline. Morel le jaugea longuement avant de lui ouvrir les portes, séduit par la promesse d'un rapport flatteur. La cuisine l'accueillit avec son odeur d'huile et de métal chaud. Olivier enfila un tablier, prit un couteau et commença à travailler avec une précision qui força rapidement le respect. Les légumes tombaient en morceaux réguliers, la viande était découpée sans gaspillage. Les anciens cuisiniers l'observaient en silence, puis l'acceptèrent. Pendant les jours qui suivirent, Olivier nourrit mieux que d'habitude détenus et gardiens. Les murmures couraient, le nouveau savait son métier. Lui écoutait tout, les horaires des rondes, les habitudes de Morel, les passages nocturnes vers l'arrière-réserve. 2 semaines plus tard, profitant d'un instant sans témoin, il murmura à Mina de le rejoindre brièvement derrière les stocks. Elle lui confirma ce qu'il pressentait déjà. Les convocations continuaient, réglées comme une horloge. Olivier hocha la tête sans poser d'autres questions. À partir de ce moment, chaque geste de sa journée prit un double sens. Il comptait les pas entre la cuisine et la réserve, testait discrètement les verrous, observait la disposition des tables. Le soir, seul devant son plan de travail nettoyé, il passait son doigt sur le fil de son couteau comme pour mesurer le temps. Il ne parlait presque pas, mais son calme avait changé de texture. Ceux qui le croisaient sentaient une tension contenue, semblable à celle qui précède un orage. Dans cette prison habituée aux cris étouffés, une autre forme de silence s'installait, plus dense, comme si les murs eux-mêmes attendaient quelque chose sans savoir quoi. Le samedi 26 avril, après l'extinction des feux, la prison s'enfonça dans un silence épais, seulement troublé par le bourdonnement lointain d'un ventilateur. Dans l'arrière-réserve, une ampoule nue dessinait des ombres dures sur les murs. Morel entra le premier, veste ouverte, bouteille à la main, suivi des 3 hommes qui prenaient place autour de la table avec la familiarité de clients réguliers. Ils parlèrent bas, évoquant leurs anciennes affaires, plaisantant sur l'impunité comme sur une vieille amie fidèle. Le nom de Nina circulait entre eux avec une légèreté obscène, réduit à une promesse de distraction. À 22 heures approchantes, leur verre était déjà entamé quand la porte s'ouvrit doucement. Olivier entra avec un plateau de pain et de charcuterie, visage neutre, démarche assurée. « Un supplément de la cuisine », dit-il calmement. Morel leva un sourcil, surpris mais amusé. Olivier posa le plateau, referma la porte et tourna le verrou. Le clic discret coupa net la conversation. Pendant une seconde suspendue, personne ne bougea. Puis ils virent le couteau apparaître dans sa main, non comme une menace agitée, mais comme une certitude silencieuse. Ce qui suivit fut rapide, presque irréel. Les chaises raclèrent le sol, les corps se heurtèrent à la table. Les gestes d'Olivier étaient précis, économiques, appris dans d'autres lieux où l'hésitation coûtait la vie. Les voix se brisèrent en sons courts, étouffés par les murs épais. En quelques instants, la pièce retomba dans un calme lourd, seulement troublé par le cliquetis d'une bouteille roulant au sol. Morel resta le dernier debout, les mains levées, comprenant trop tard que son autorité ne franchissait pas cette porte verrouillée. Un échange bref passa entre leurs regards, la peur nue contre une résolution sans retour. Puis le silence se referma définitivement sur la pièce. Olivier demeura immobile au centre, respirant lentement. Il sortit un petit papier de sa poche, le posa sur la table comme une signature muette. Pour Nina, pour les enfants. Il ouvrit la porte
et marcha dans le couloir avec la même tranquillité que s'il quittait son service. Le gardien qu'il croisa leva la tête, surpris par son calme. « Allez voir la réserve », dit simplement Olivier, avant de tendre ses poignets sans résistance. L'aube révéla la vérité avec une brutalité clinique. Quand les gardiens ouvrirent l'arrière-réserve, la pièce sembla figée dans une photographie muette. Les alarmes ne retentirent pas tout de suite. Il y eut d'abord ce silence incrédule, puis des ordres courts, des pas précipités, la prison entière traversée par une onde froide. Olivier était déjà assis dans une salle de surveillance, les poignets attachés devant lui, le regard stable. Il répondit aux premières questions sans détour, énonçant les faits avec la précision d'un rapport militaire. Aucun éclat de voix, aucune tentative de fuite dans ses mots, seulement une chronologie claire. Quand on appela Nina, elle arriva pâle mais droite. Devant les enquêteurs, sa voix trembla au début, puis se raffermit. Elle parla des mois de contraintes, des menaces voilées, de la peur utilisée comme une arme quotidienne. Les gardiens, interrogés séparément, confirmèrent les privilèges accordés aux 3 détenus et les allées et venues nocturnes. Peu à peu, l'image d'un système fermé sur lui-même prit forme, et avec elle un malaise profond. Le procès se tint à huis clos quelques mois plus tard. La salle était sobre, presque austère. Le procureur rappela la gravité des actes, la loi, la nécessité d'un exemple. L'avocat d'Olivier évoqua ses années de service, son dossier sans tache, mais surtout le contexte moral dans lequel la décision avait mûri. Quand le juge lui donna la parole une dernière fois, Olivier se leva. « Je suis coupable », dit-il simplement. « Je savais ce que je faisais. » Aucun pathos, aucune demande de pardon. Le verdict tomba comme une pierre dans l'eau. 12 ans de réclusion. Dans le public restreint, Nina ferma les yeux un instant. Ce nombre la frappa avec une douleur sourde, mais derrière cette douleur se glissait une sensation oubliée depuis longtemps, celle d'un poids retiré de sa poitrine. Une semaine après le verdict, une lettre franchit les murs dans le sens inverse de celui qu'Olivier venait de prendre. Nina l'écrivit tard dans la nuit, assise à la même table où elle avait autrefois fumé en silence. Les enfants dormaient dans la pièce voisine, leur respiration régulière remplissant l'appartement d'une paix fragile. Elle lui raconta des choses simples, Marie qui avait recommencé à dessiner des maisons colorées, Lucas qui riait trop fort pour un rien, le lait enfin posé chaque matin sur la table. Elle termina par quelques mots sobres. « Merci, nous dormons. » Quand Olivier reçut la lettre, il la lut lentement, assis sur sa couchette étroite. Pour la première fois depuis des années, ses épaules se détendirent. Derrière lui, la prison suivait son rythme indifférent, mais dans celle qu'il avait laissée, un changement plus discret s'était installé. La mort de Morel et de ses protégés avait tracé une frontière invisible. Sans décret ni annonce, une règle nouvelle circula entre les murs. Certaines lignes ne seraient plus franchies. Nina continua de travailler à la cantine. Ses gestes restaient précis, mais son regard avait changé. Il ne fuyait plus le sol. Il traversait les pièces avec une calme assurance. Le passé ne s'effaçait pas, mais il cessait de dicter chaque seconde. Le soir, en rentrant chez elle, elle s'asseyait parfois près du lit des enfants et les observait dormir. Dans cette pénombre tranquille, elle mesurait le prix payé et la paix gagnée. L'histoire ne devint jamais une rumeur publique éclatante. Elle resta enfermée dans quelques mémoires, lourdes et silencieuses. Mais pour Nina, pour ses enfants, elle marquait une césure nette entre 2 vies. Et dans ce calme retrouvé, elle apprit peu à peu à respirer sans compter les heures.